Salut les amis, c'est MightyGras, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une preview, mais bien d'une rétro-view, les amis. Donc, une rétro-view, petit rappel, de quoi s'agit-il? Une rétro-view, tout simplement, il s'agit d'une vidéo de présentation d'une figurine plus ancienne, avec, en l'occurrence, aujourd'hui, ce personnage, à savoir Orphée de la Lyre, personnage sorti en 2006, donc c'est un chevalier d'argent d'une énorme qualité visuelle, d'un réel potentiel, pourtant une figurine qui aujourd'hui a plus de 15 ans, et c'est une figurine que je me tenais vraiment de vous présenter, tant les possibilités sont moindres quant au posing, etc., mais tant le visuel est splendide. Voilà, aujourd'hui, je voulais absolument découvrir ou redécouvrir pour certains cette figurine que je n'ai pas eu la chance ni le plaisir de présenter jusqu'ici sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous propose à travers cette vidéo de connaître les moindres secrets de ce personnage que nous allons découvrir tout de suite après le générique. C'est parti les amis, on lance le générique. Alors, avant de redécouvrir pour les uns et découvrir pour les autres cette figurine haute en couleur, à savoir Orphée de la Lyre, il faut savoir quelques petites informations quand même très importantes concernant ce chevalier. Alors déjà, ce chevalier fait partie de la classe des chevaliers d'argent. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de ce chevalier d'argent dans le chapitre du sanctuaire ? Tout simplement parce que c'est un chevalier d'argent qui apparaît dans le chapitre final Hadès. Alors, ce chevalier donc est prisonnier des enfers. Donc pour l'histoire que je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je ne suis pas chroniqueur mais je suis avant tout accompagnateur de montage de figurines. Donc je ne voudrais pas vous spoiler trop l'histoire pour ceux qui la découvrent, pour les plus jeunes notamment, les plus acquéris d'entre vous savent de quoi il en retourne. Donc ce chevalier apparaît dans le chapitre Hadès. Mais ce que vous pouvez savoir sur ce chevalier, c'est qu'il est considéré comme un chevalier d'argent ayant, attention, ayant autant de pouvoir qu'un chevalier d'or. Ce sont les dires dans le chapitre Hadès. Ce sont les paroles qui sont dites dans ce chapitre. Apparemment, ce chevalier, grâce à sa lyre, donc son instrument qu'il utilise comme arme, pourrait dépasser le pouvoir des chevaliers d'or. Alors, quand on vous dit ça, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable. Eh bien oui, c'est incroyable. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous présenter cette figurine, parce que c'est une figurine qui, personnellement, me fait vibrer. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur cette figurine, c'est que lorsqu'elle est sortie, c'est une figurine qui est assez compliquée à poser de par son nombre limité de mouvements suite à sa ceinture, etc. Nous allons découvrir tout ça ensemble, mais c'est une figurine que j'attends vraiment en version EX. Je l'espère, je le souhaite vraiment de tout cœur. Si Bandai entend mes paroles, faites que cette sortie soit un jour possible. Ce Orphée de la Lyre en version EX serait pour moi l'apothéose du collectionneur. Alors, je ne suis pas spécialement le plus grand fan d'Orphée, mais quand je vois la qualité de cette mythe-close qui a quand même aujourd'hui 15 ans, je vous rappelle qu'elle est sortie en 2006, eh bien, vous allez voir que comme moi, vous allez être très content si un jour elle est annoncée en version EX, parce qu'elle a beau être très bien, il y a quand même quelques petites lacunes, notamment avec le nombre limité de visages, etc., de possibilités de mains et compagnie. Donc voilà, je vous propose de découvrir tout ça immédiatement à travers la découverte de cette boîte pour commencer, avant de découvrir ensemble le contenu. C'est parti, découvrons cette boîte. Alors cette boîte, déjà d'un premier visu comme ceci, on retrouve déjà le visage d'Orphée qui est splendide. Et là, on retrouve une ancienne génération de boîtes
Vous voyez, pour les plus nouveaux dans le monde de la collection de la Midcloth, vous ne connaissez peut-être pas systématiquement ce type de boîte, mais je vais vous expliquer les différences avec les nouvelles boîtes. Alors, au niveau de la face avant, mais nous avons tout simplement Orphée de la Lyre dans une pose très conventionnelle, hein, dans une pose, on va dire, un peu représentative du personnage, parce qu'on n'a pas vraiment un énorme choix ni un énorme potentiel de poses différentes avec ce personnage, tant les épaulettes, la jupe, etc. ne permettent pas une rotation du buste, etc. Donc, on va être très limité. Donc, il était très compliqué pour Bandai de pouvoir poser le personnage d'une manière un peu plus différente du conventionnel. Voilà. Alors, au niveau de la face avant, ben, on a toujours l'autocollant rouge Bandai de l'époque. Alors ça, vous voyez les amis, quand on découvrait ce genre de boîte dans les magasins comme Maxi Toys ou la Grande Récré, on découvrait ces boîtes généralement en dessous des 50 €. Pour souvenir, je pense que cette figurine revenait à 49,99 €. Alors vous imaginez qu'aujourd'hui, on a doublé, voire triplé, voire quadruplé le prix des figurines, mais ça c'est un peu dommage. C'est une figurine qu'on trouvait dans les magasins de jouets, les amis. Alors, quand vous alliez dans un rayon de jouets et que vous voyez cette figurine, ben, vous sautiez dessus. C'était, voilà, c'était rien que le faciès de la boîte était accrocheur. C'était un signe de provocation. Cette boîte vous criait au visage, achète-moi, achète-moi. Et vous l'achetiez. C'était vraiment très, très, très correct comme prix. Et surtout, il y a un truc très, très important que vous allez voir, c'est que vous faisiez ça et vous découvriez la figurine à l'intérieur. Mais ça, je reviens là-dessus tout de suite après. Alors, pour les côtés, ben, on a tout simplement le totem de la lyre ici. Vous voyez, voilà, l'Iraclote ici. L'autre côté, ben, vous avez également la même chose. À l'arrière, vous avez le personnage d'Orphée, donc, qui est dans une pose très simple, comme je vous disais, on n'a pas vraiment un énorme choix de pose. Le personnage doit être avant tout mis de face, on ne peut pas le mettre de côté, etc. Les bras le long du corps ou les bras pliés, comme pour cette pose ici, lorsqu'il joue de la lyre, vous voyez. Et on a la possibilité de l'avoir non casqué ou casqué avec un visage vraiment somptueux. Pour un visage de 2006, c'était vraiment quelque chose d'incroyablement bien foutu. Alors, une fois encore, on a la pose du personnage qui est très ressemblante à celle-ci. Pour ainsi dire, c'est la même. J'ai envie de dire, vous voyez, le visage est légèrement tourné, mais c'est quasiment la même. Et là, nous avons enfin le personnage, toujours dans une pose droite avec l'instrument de musique qu'il joue. Donc, on n'a pas vraiment de grosses possibilités. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va tester toutes les possibilités. On va tester toutes les poses possibles et inimaginables. On va voir ça ensemble. Et enfin, nous avons la lyre. Sur le dessus, ben, comme à l'époque, rien de spécial. Et en dessous, nous avons les fameux autocollants de Tamashii, etc. Mais le plus intéressant, c'est lorsque vous ouvriez cette boîte comme ceci, qui laissait apparaître d'un côté le personnage avec bon nombre de pièces de l'armure, et de l'autre côté, une grosse partie du totem. Lorsque vous voyez ça, eh bien, vous restiez comme un enfant devant, comme ça, et vous regardiez. Voilà, wow, c'est beau, c'est merveilleux. Il faut se reprojeter 15 ans en arrière, les amis. Hein. C'était vraiment quelque chose qui était grandiose pour nos petits yeux. Et je regrette aujourd'hui, malheureusement, que Bandai ne procède plus de cette manière pour nous vendre du rêve concernant les figurines. Alors, on avait l'occasion d'avoir de jolies boîtes, parce que les boîtes étaient jolies, avec des boîtes à fenêtres comme ceci. Et ça nous rappelait, curieusement, les vintage des années 80. Et je trouvais ce système vraiment très, très sympathique et très, j'ai envie de dire, nostalgique. Aujourd'hui, nous avons des boîtes qui sont fermées, tout simplement. Nous n'avons plus ces boîtes à fenêtres, comme on les appelle. Et nous avons tout simplement une boîte qui s'ouvre, qui laisse sortir le blister, tout simplement, et qui ne nous laisse plus aujourd'hui le plaisir de découvrir ceci. Alors, il y a peut-être une raison pour cela également, c'est que de moins en moins de boutiques physiques vendent de la Midcloth. Il y en a, certes, mais beaucoup moins. C'est un produit qui est beaucoup plus vendu maintenant sur des boutiques virtuelles sur le net, etc. Ce n'est plus vraiment un produit que vous allez retrouver au Maxi Toys ou à la Grande Récré ou autre. Et ce qui explique peut-être que Bandai ne sait plus
casser tout simplement la tête à nous produire des fenêtres. Voilà, c'est dommage, parce que je trouvais ce concept vraiment superbe. Je vous propose maintenant de sortir les deux blisters de l'intérieur. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionnait à l'époque. Vous sortiez ça comme ceci. Voilà, hop, on va essayer de ne pas abîmer la boîte. Voilà, vous sortiez tout simplement le blister comme ceci, voilà le premier blister, et vous aviez à l'arrière en plus un petit carton représentatif, généralement du personnage qui était, vous voyez, qui était vendu, donc, et c'était pas mal. Vous aviez ce noir là qui quelque part masquait l'arrière du blister et donnait un peu plus de profondeur pour ne pas juste avoir le carton de cette manière, hein, vous voyez. Donc c'était pas mal fait, on avait ce petit plus en haut. Ce petit plus, alors il n'est pas rare que lorsque vous remettiez vos blisters dans les boîtes, ces petits cartons se pliaient et se retrouvaient pliés dans le fond des boîtes. Ça nous est tous arrivé. Alors, le deuxième blister, quant à lui, laisse apparaître également un petit carton à l'arrière, mais également la notice derrière. Vous voyez? Ça, c'était pour les anciennes boîtes. Alors, on referme ceci. Voilà, calmement. Voilà. Alors, petit détail qu'il faut savoir aussi, certaines figurines étaient donc scellées avec un petit autocollant rond ici, ou d'autres avec un scratch. Et vous veniez scratcher l'un contre l'autre. Et ça faisait cric. Vous voyez comme ceci. Voyez, vous entendez le bruit. Mais ça, c'est le collant, tout simplement. Mais à l'époque, vous aviez un scratch. Alors, je ne le vois pas, il n'y a pas de scratch ici. Mais à l'époque, quand vous faisiez... Ah, mais il est là. Regardez, je suis idiot. Il est là, le scratch. Il n'était pas au-dessus. Ça, c'était uniquement pour sceller. Il est là, le scratch. C'est ça qu'on entendait. Donc, regardez. J'étais dans le faux. Regardez, le scratch est là. Et ça, c'était bien aussi. Ça permettait à vos boîtes de ne pas se retrouver comme ça et de s'abîmer dans des cartons ou quoi. Vous aviez vos boîtes qui se fermaient. Petit détail, mais qui était vraiment sympa. Alors, je vous propose de découvrir immédiatement les blisters. Et on va juste faire dans un premier temps le tour comme ceci. Et ensuite, on fera une vue aérienne du contenu. Alors, regardez, quand vous aviez ça devant les yeux, pas énormément de pièces, hein, vous voyez, on n'a vraiment pas grand-chose, hein, le strict minimum. Mais qu'est-ce que ça faisait plaisir. Regardez. Voilà, et l'autre blister ici devant les yeux. On n'avait pas de protège-main ou ce genre de choses pour des figurines comme ça. Les protège-mains étaient directement incrustés aux mains. Bon, certes, les mains étaient beaucoup plus grosses, mais on avait quelques petits avantages aussi avec ce système parce que la couleur était beaucoup plus solide. Et on en reviendra tout de suite après concernant les couleurs des anciennes versions de figurines. Voilà, et ça, mais tout simplement, c'est la notice d'explication. Voilà, qui est toujours scellé. Alors, j'en profite également pour remettre un énorme merci à la boutique qui sponsorise mes vidéos, à savoir NGS, donc New Generation Shop, d'où vous retrouvez le logo ici. Les figurines des RetroView sont envoyées par mon ami Yannick de chez NGS, ce qui me permet de pouvoir vous présenter ces produits vraiment avec énormément de confort, sans devoir systématiquement mettre la main au portefeuille et devoir acheter les figurines que je peux vous présenter. Ça me laisse une énorme marge de présentation de figurines dans le sens où je les reçois de Yannick. Voilà, comme ça, vous le savez. C'est un petit détail que je préfère mettre au point directement, comme ça on ne viendra pas dire « Oui, mais il présente des figurines qui dit acheter. » Mais non, non. Ces figurines que je vous présente généralement en RetroView, ce ne sera pas le cas pour Tétis par contre, parce que Tétis, c'est ma figurine personnelle. Voilà, ainsi qu'Hilda de Polaris que j'ai présenté dans le passé. Mais vous allez voir que ça me laisse énormément de possibilités pour le plaisir de vos yeux, les amis. Alors, on découvre maintenant ces deux blisters en vue aérienne. Alors, nous voici devant les deux blisters. Alors, les amis, qu'est-ce que je peux aimer ce type de blister? Simple et pourtant à la fois complet et avec le strict minimum, juste le nécessaire. Et qu'est-ce que ça me fait vibrer de voir autant de brillance sur une armure de plus de 15 ans d'âge et qui n'a pas pris une seule trace d'oxydation. Alors, on va commencer par le premier blister. Nous découvrons Orphée de la Lyre. Alors, un très très beau visage. Alors oui,
Aujourd'hui, on fait des visages beaucoup plus fins et beaucoup plus harmonieux, bien sûr, mais imaginez-vous qu'il s'agit d'une figurine de 15 ans d'âge. Alors, nous avons le plastron très brillant, avec des petits ornements sur la poitrine, mais nous découvrirons ça ensemble après. Nous avons les deux épaulettes, nous avons le diadème, nous avons le brassard, l'avant-bras, toujours doublé bien sûr, regardez, gauche-droite. Nous avons les cuissardes, les jambières et enfin nous avons les petits éperons qui viennent sur les pieds. Le deuxième blister, quant à lui, reprend une pièce du totem, une seconde pièce du totem, une chevelure supplémentaire permettant de mettre le diadème. Nous avons cette fameuse lyre qui est un élément indispensable à la présentation et au posing de ce personnage, sans quoi ce personnage n'a plus vraiment lieu d'être. Et nous avons enfin des mains. Là, 4 mains gauche, je pense, attendez, oui, gauche, et 4 mains droites, si je ne m'abuse. Voilà. Enfin, nous avons les deux parties latérales de la ceinture et deux parties avant et arrière qui forment la ceinture, donc sur lesquelles viennent se placer ces pièces. Et enfin, nous avons la partie principale du totem. Voilà pour les blisters. Donc, pas énormément de choses, comme vous le voyez, hein. Donc, on était vraiment sur du synthétisé au niveau de chez Bandai, hein. Il n'y avait pas question de mettre plusieurs visages, plusieurs types de cheveux, plusieurs possibilités. Non, on vous proposait un produit et vous acceptiez le produit comme il était. Et à l'époque, les amis, on était contents avec ce qu'on nous donnait. On était vraiment contents. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que ces personnages étaient tellement simples qu'en fait, on était heureux. On était heureux d'avoir ce personnage, on n'avait pas 36 millions de possibilités. Aujourd'hui, on a l'impression, et c'est valable pour moi aussi, hein, que plus on nous propose de possibilités pour un personnage, au moins on est content. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'en 2006, les personnages n'étaient pas super fidèles non plus à ce qu'on retrouvait dans l'animé. Regardez le visage de ce personnage, on est loin du visage d'Orphée. Regardez, ça ressemble, voilà, les yeux sont plus gros, voilà. Mais on s'en contentait, on était heureux parce qu'on avait un personnage de notre dessin animé favori. Alors, je vous propose maintenant de passer aux choses plus concrètes et d'attaquer le montage de ce fameux Orphée de la Lyre. Les amis, c'est parti! Une toute petite chose à revérifier avant le montage de la figurine, c'est tout simplement la notice. Alors, on a une petite différence, regardez, c'est que le totem, ici, est présenté avant la figurine, chose qui, aujourd'hui, en 2021, voire même les années précédentes, est inversée. On a la figurine d'abord, et on a ensuite donc le personnage. On a même 3 choses. On a d'abord les pièces qui sont présentées sur la première face, la figurine sur la deuxième, et enfin, sur la troisième, le totem. Eh bien, ici, c'est différent. Regardez, on a toutes les pièces du totem. Vous voyez, on n'a pas grand-chose au niveau du totem, hein. Regardez, on n'a vraiment pas grand-chose à monter au niveau du totem, hein. Et enfin, au niveau de la figurine, mais regardez, on n'a pas énormément de possibilités. Et ce qu'il y a de comique, c'est qu'ici, on nous propose directement toutes les mains. Vous voyez? Et alors aussi au niveau des pièces, on a des petits numéros qui nous permettent des petits guides qui nous permettent de savoir vers quel côté on met les pièces tout simplement. Regardez, on a R pour right, on a L pour left, tout simplement, gauche-droite. Comme ça, on sait exactement où les pièces vont. Vous voyez, c'était pas mal non plus. Alors vraiment pas très compliqué à monter, hein. Vous voyez, pour la tête, etc., c'est vraiment très facile. Pour ainsi dire, on n'a pas besoin de tout simplement la notice pour monter le personnage. Alors à l'arrière, un petit truc qui était sympa aussi, c'est qu'on retrouvait donc l'armure montée, le personnage, on retrouvait les caractéristiques du personnage, notamment ici, bon, il a 19 ans, il mesure 173 cm, il pèse 60 kg, son groupe sanguin, je pense. On avait donc sa nationalité, son signe du zodiaque, etc. On avait quand même pas mal de petits renseignements qui, ceci dit, étaient quand même assez intéressants. Mais ce qui était vraiment sympa, c'est de voir ceci. Alors ça, moi j'aimais bien.
J'aimais bien parce que ça me faisait vraiment penser, souvenez-vous, au magazine Club Dorothée, où on retrouvait à l'époque des vintage, donc des petits fascicules publicitaires comme ça, où on découvrait les personnages. Et ça, c'était vraiment le truc. On mettait une petite croix au bic à côté de celui qu'on voulait, on barrait celui qu'on avait déjà, etc. Et ça, c'était génial. Et alors, ce qu'on remarque aussi, qui est quand même pas trop... qui est quand même important, c'est qu'à l'époque, mais malgré tout, les personnages étaient quand même sacrément bien posés, je trouve. On était quand même très limité au niveau des poses, mais regardez, Bandai s'appliquait quand même à mettre les armures d'une manière correcte, à mettre les poses d'une manière à mettre les personnages vraiment en évidence. Et c'était sympa, regardez, même pour les Chevaliers d'Or, c'était quand même travaillé. Aujourd'hui, avec les Chevaliers d'Or, c'est très compliqué pour certains d'arriver à avoir un résultat aussi sympathique. Alors on avait vraiment un service commercial qui faisait en sorte de vendre du rêve, tout simplement. Et ça, c'était pas mal. Ça doit rester dans nos têtes gravé que, avant d'avoir les mid-close EX, d'avoir les résines, d'avoir tout ça, on a quand même connu les vintage et on a enfin connu les mid-close classiques. Et ça, c'est pas mal. Ça fait partie de notre patrimoine de collectionneur. Ça fait partie de notre, j'ai envie de dire, de notre héritage d'enfants. Et je trouve qu'il faut qu'on garde vraiment ça en mémoire parce que c'est quelque chose de très important. Alors, aujourd'hui, pour certains, ça ressemblera à rien. Une rétro-view d'une figurine âgée de 15 ans, les gens vont passer au-dessus. Et je peux comprendre. Moi, je fais vraiment cette vidéo dans le but de redécouvrir avec vous une figurine qui a peut-être été laissée au placard ou peut-être été laissée sur un coin d'étagère sans trop lui apporter d'importance parce que elle ne fait tout simplement plus trop le lien entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. C'est comme si aujourd'hui, vous exposiez tout simplement une vintage avec une mid-close classique. Eh bien non, moi j'ai envie de vous prouver qu'aujourd'hui, on peut prendre autant de plaisir à redécouvrir une mid-close classique qu'une mid-close EX. Alors certes, il y a moins d'avantages, il y a certainement plus d'inconvénients au niveau du posing, moins de pièces, etc. Mais ça reste tout de même un plaisir qu'il ne faut pas négliger. On attaque le personnage, les amis? C'est parti. Notre cher Orphée de la Lyre. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que, mis à part si on ne fait pas trop le lien entre les deux visages, ça reste quand même correct, hein. Ça reste quand même une très jolie figurine. N'oubliez pas qu'elle est quand même sortie très peu de temps après les fameux V2. Bon, il y a quelques années quand même, mais on a quand même une énorme évolution au niveau du faciès, hein. On aurait aimé avoir, bien entendu, un visage un peu plus fin, des yeux un peu plus fins. Mais regardez ce visage. Regardez ce visage qui, aujourd'hui, n'est pas sans rappeler, tout simplement, la finesse du regard de Monsieur Hadès EX que l'on retrouve là-bas. Alors, je vais vous poster une petite photo juste là du regard de Hadès EX et dites-moi si ça ne ressemble pas. Alors, imaginez-vous ce cher Orphée de la Lyre dans une posture, dans une cambrure avec un corps EX et une armure digne de ce nom. Alors là, des étincelles, je vous en parlais au début de vidéo. Je vous assure, si on nous sort un Orphée de la Lyre en version EX, ça va être une claque monumentale. Bandai, écoute mes prières, écoute nos prières. Voilà. Alors, on en revient au personnage et on reprend notre cher Orphée de la Lyre en main. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça fait bizarre d'avoir un corps classique en main à l'ère des versions UX, ça fait quand même bizarre. Mais ça reste quand même un très beau personnage malgré tout. Regardez, la chevelure à l'arrière est superbe. C'est vraiment très bien fichu. La couleur du corps également. Alors au niveau du corps, il est quand même assez rigide, hein. C'est quand même une figurine qui date de 15 ans d'âge. Et elle est quand même assez rigide. Vraiment bien. Donc elle a plutôt intérêt au niveau des bras parce qu'on va devoir absolument jouer sur une position qui lui permet d'avoir pas la harpe, la lyre, c'est pas la même chose. Donc la lyre en main, donc il va vraiment falloir qu'on puisse jouer. Vous voyez, le mettre dans cette position, je ne sais plus, parce que ça fait longtemps, je ne sais plus si c'est possible avec cet Orphée. Alors là, on peut tourner le corps sans aucun problème, regardez. Mais le corsage fera en sorte, vous allez le voir, vous allez le redécouvrir ou découvrir que l'ensemble du corps est bloqué. Vous allez voir ça tout de suite après. Alors,
Moi, ce que je vous propose de faire, vous voyez toutes ces petites vis à l'arrière, etc. Combien d'entre nous ne sommes pas amusés à démonter les petites vis, à interchanger certains corps, etc. C'était une belle époque. C'était une belle époque qu'il ne faut certainement pas oublier au profit de nouvelles figurines. Alors, la collection de Mythclose, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas uniquement les UX. C'est tout un univers qui tourne autour de Senseiya, tout simplement. Voilà, c'est un héritage. C'est un héritage, tout simplement, de notre enfance. Voilà, les amis. Alors, on va retirer les pieds. Ouah, dur. Ah, vous voyez la rigidité? Figurine d'époque, hein, pourtant. Waouh, très très dur. On va retirer les mains, donc toujours de la même manière que je procède pour le montage des figurines. Hein. On va retirer la tête. Et c'est là qu'on a des grosses différences, c'est que là, vous voyez, on a un coup qu'on s'est retiré. On vient placer de cette manière. On a un coup avec une boule comme ceci. Et enfin, on a une boule, un trou dans lequel on vient insérer la boule. Vous voyez, ça c'était les têtes. Alors regardez, on a quand même un superbe design au niveau de la tête. Regardez, c'est quand même assez bien fichu. Hein. C'est quand même assez bien fichu. On venait enfoncer la chevelure comme ça à l'arrière. Je trouve que c'est quand même pas mal fait pour l'époque. Hein. C'était quand même bien réalisé. Alors regardez, on a un petit peu d'eau ici, un petit peu d'humidité. Non, c'est tout simplement un petit peu d'humidité. Vous voyez, regardez, on va frotter un petit peu. Alors, ça peut arriver, regardez. Ça peut arriver sur des nouvelles figurines. N'oubliez pas que c'est une figurine qui a quand même duré 15 ans en boîte. 15 ans, les amis. Alors, ça peut amener, regardez, un petit peu de condensation. Regardez, on a un petit peu de condensation. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça arrive régulièrement sur la partie plastique, la chevelure, etc. C'est assez normal. C'est plus embêtant quand ça arrive sur des armures. Donc, on va soulever aussi un petit souci de garder coûte que coûte ces figurines en boîte scellée. Je ne sais pas si c'est une super bonne idée. Je le fais aussi, hein. Je l'ai fait aussi, je continue à le faire pour certains exemplaires, mais je ne sais pas si c'est une super idée à long terme. Si on ne va pas se retrouver avec des figurines détériorées par le temps, par l'âge, par l'humidité, etc. C'est à voir. Regardez les vintage qui s'oxydent avec le temps, restant en boîte, etc. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Vous savez peut-être, je suis un grand passionné du monde de la sneakers. Donc le monde de la sneakers, c'est le monde tout simplement de la collection de baskets dite OG, dite vintage d'époque. Et je collectionnais notamment des chaussures de la marque Nike, pour ne pas citer de marque, hein, Nike, Jordan, etc., que je gardais en boîte durant 15-20 ans. Voilà, j'ai encore des chaussures qui datent de 15-20 ans d'âge, neuves, en boîte. Aujourd'hui, quand vous les ouvrez, ce qui se passe, c'est que la chaussure tombe en lambeaux, elle se détériore parce qu'elle a vieilli, manque d'oxygène, manque d'air, l'humidité, etc. Et ça abîme. Alors, la question que je me pose, c'est, ne vaut-il pas profiter à 100% de ce qu'on a, éviter de vouloir garder coûte que coûte des choses qui vont finir par mourir et finir détériorées? Ne vaut-il mieux pas vraiment profiter à 100% de ce qu'on a? Voilà, ça c'est une question que chacun est libre de se poser. Mais moi aujourd'hui, voilà, je me pose de plus en plus cette question, les amis. Bon, voilà, trêve de plaisanterie, on va arrêter de blablater et on va passer aux choses sérieuses. Alors on revient au pied et là on découvre la lettre L, comme je vous en parlais tout à l'heure, et la lettre R. Donc on peut les mélanger, on sait très bien que le L ira à gauche et que le R ira à droite, tout simplement, vers l'intérieur. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont prévu les pieds avec les lettres vers l'intérieur. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les pieds sont réellement différents. On a vraiment, regardez, on a vraiment un pied qui se dirige vers l'intérieur, identiquement ici. Regardez. Voilà, on ne saurait pas se tromper si vous mettez le pied gauche à droite et le droit à gauche, mais ça ne va pas le faire, on va voir carrément qu'il y a un souci. Donc ça, c'était pas mal du tout non plus. Donc il y avait quand même pas mal de choses auxquelles Bandai pensait. Alors les amis, on attaque les choses sérieuses. Nous allons attaquer les cuissardes
Alors, 15 ans d'âge, voilà, comme un bon vin. Regardez, on a le numéro 2 ici. 15 ans d'âge et pas une trace d'oxydation. C'est à se demander si, à l'époque, le procédé pour les armures n'était pas plus solide qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, vous allez voir aussi qu'on n'a pas de problème de décoloration. On n'a pas de problème au niveau des plastiques. En tout cas, on va le découvrir après. Mais en tout cas, ça laisse quand même ça laisse quand même un goût amer dans notre bouche aujourd'hui, à savoir que les figurines qu'on nous vend aujourd'hui sont beaucoup moins solides au niveau des paints. Je n'ai jamais vu une figurine de 2003-2006 avec du métal, avec des pertes de couleur ou autre. C'est voilà, on a quand même quelque chose de qualité. Voilà pour la cuissarde et la jambière. Jambière qui, regardez, Bandai ne faisait pas dans le détail à l'époque et mettait directement la genouillère à la jambière. Et finalement, c'était pas plus mal. C'était pas plus mal, les amis. Maintenant, oui, ça posait souci en cas de pause. Oui, parce que vous ne pouviez pas avoir la genouillère de cette manière et, par exemple, la jambière dans l'autre sens. Non. Mais quelque part, c'était pas plus mal. On avait cette pièce qui tenait directement. Il ne faut pas oublier que pour un chevalier, en fait, ces 3 pièces tiennent d'une seule fois. Vous voyez, regardez. Alors, les nouvelles EX, oui, super. Mais regardez, si on avait... Pourquoi n'a-t-on pas tout simplement, voilà, cette pièce en une seule fois? Vous voyez, ça aurait été sympa aussi. Mais voilà, dans un souci de pouvoir poser les personnages, parce que si on avait réalisé cette pièce en une seule fois, on n'aurait jamais pu plier la jambe. Vous voyez, c'est là que Bandai a réfléchi quant à l'évolution des personnages. Attendez, parce que je pense que je suis dans le mauvais sens en fait. Attendez, oui, je suis dans le mauvais sens, les amis. Cette jambière va de l'autre côté. Voilà, elle va de l'autre côté. Le numéro 2, voilà, c'est de l'autre côté. C'est moi, je me suis trompé. Voilà. Tac, tac, c'est de l'autre côté. Et nous a proposé, donc, une facilité au niveau du montage de l'armure, nous permettant maintenant de pouvoir faire ceci avec les genouillères, etc. Mais sans avoir donc la genouillère directement collée. C'est pas plus mal, hein. Vous pouvez mettre un personnage à genoux sans qu'on voit cette partie, par exemple. Vous voyez, c'est des petits détails, mais qui ont quand même leur importance. Alors, on va monter maintenant la deuxième jambière, toujours en tenant la jambe fortement, fermement. Et enfin, on va monter le pied. Alors, on va toujours tenir la jambe. On va l'enfoncer correctement. Voilà. Voilà, c'est joli, hein? Ça prend forme. Attendez, on va retirer la notice parce que sinon, ça gêne au niveau du focus. Voilà. Voilà. Regardez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Par contre, le petit truc qui me chiffonne, c'est qu'on a toujours eu une partie mauve, regardez, autour de l'armure. Vous voyez? Et je ne l'ai jamais trouvé sur la figurine. Alors oui, on voit que l'argent est légèrement plus coloré, mais on ne retrouve pas vraiment le mauve, hein. Alors j'espère que s'il y a une prochaine version du UX qui sera éventuellement commercialisée un jour, j'espère que Bandai fera vraiment le nécessaire pour insister sur ce mauve violet de toute beauté, les amis. Alors, nous allons à présent attaquer les brassières. Très simple, hein, brassières. On les met de côté, comme ceci. Voilà. On va attaquer les avant-bras. Très simple. On le met de côté également. Voilà. Pour pouvoir cacher les articulations, vous le savez maintenant, parce que si on la met comme ceci, ben, l'articulation sera toujours visible, c'est pas très joli. On va faire comme ceci, on va le monter correctement. Et enfin, on va venir
lui placer sa première main qui servira à tenir la harpe. La lyre, pardon. Alors, pour pouvoir tenir la lyre, c'est tout simplement cette main-ci qui permet d'avoir la lyre qui vient s'enfoncer là-dedans. Et vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de protège-main à rajouter, qu'ils sont directement incrustés en plastique là-dessus. Ça, c'était moins joli, certes, mais la couleur partait pas. Hein. C'était du plastique dur, les amis. Hein. Vous pouviez frotter, ça partait pas. Hein. Contrairement à ce qu'on a maintenant au niveau des Midclose EX. Hein. Voilà. Et des nouvelles Midclose également, nouvelle génération, qui, notamment les Revival ou quoi, qui ont des parties plastiques qui reviennent là-dessus et qui ont tendance à partir également. Hein. On attaque le second bras. C'est toujours un plaisir de pouvoir réaliser une rétro-view. J'aime bien ce système de vidéos qui permet vraiment de partager avec vous d'autres choses, d'autres horizons que ce qu'on connaît habituellement, les amis. C'est pas mal, c'est chouette, ça me plaît bien. Alors ici, on va utiliser la main qui permet de jouer. Donc, je vais voir s'il n'y en a pas une autre, de jouer de son instrument. Non, je crois que c'est celle-là. Donc, vous voyez, on n'a pas vraiment d'énormes possibilités. Ça aurait été pas mal d'avoir une main un peu plus ouverte. Regardez, on est quand même très limité. On a juste cette main-là. Ah, et encore, on en a droit à une autre apparemment. Je ne l'ai pas vue. Attendez, je ne l'ai pas vue peut-être. Oui, c'est cette main-ci. Voilà. On a droit à deux mains en fait. Voilà. On va plutôt lui mettre celle-ci, qui est quand même vachement plus fine pour pouvoir jouer de son instrument. Vous voyez? Mais ça reste quand même très très limité, hein, les amis. Très 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 limité. Voilà au niveau des jambes. Et voilà au niveau des bras que l'on ajustera bien entendu après. Alors pour monter le reste, on a besoin, un peu à l'image des UX, d'une partie, on va dire, semi-abdominale, qui fait office de ceinture. Alors, ces pièces-ci, par contre, sont toujours aussi fragiles au niveau de la peinture. C'est du full plastique. Regardez, on a une partie rouge ici. Mais c'est quand même plus résistant que les anciennes, que les nouvelles figurines que Bandai nous vend. Voilà. Alors, vous venez mettre cette partie à serrage, comme ceci. Et là, ça vous empêche maintenant d'avoir le corps qui pivote. Et c'est ce qui va un peu nous poser problème lors du posing. Alors, vous mettez tout d'abord ces deux pièces-ci. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors, le petit linge tout doux pour frotter éventuellement les traces de doigts. Mais regardez, on a quand même une belle couleur bien restée chromée. Hein. C'est vraiment joli. Hein. On va aller récupérer à présent la partie de l'abdomen. Le plastron, magnifique, qui s'ouvre vers l'arrière, comme ceci. Très facile, très lourd. On vient le poser, et alors, regardez, petit détail, on a un petit trou ici, on a deux petits trous là-bas, et en fait, ici, sur le plastron, vous avez une petite tute là, vous voyez, et à l'arrière, ici, quand vous refermez, là aux extrémités, vous avez deux petites tutes également qui viennent se refermer. Ce qui veut dire, et c'est ça le problème, que lorsque vous mettez cette pièce, voilà, elle vient se fixer sur la ceinture. Et à l'arrière, ça vient se fixer sur la ceinture également, clac, et vous allez comprendre tout de suite, on ne sait plus tourner le torse. Parce que si vous tournez le torse, la ceinture se détache, regardez. En fait, c'est un personnage qui est obligé de rester tout droit. Or, si on n'avait pas eu cette petite attache comme ça et qu'éventuellement ils avaient fait la partie du plastron un peu plus large et plus profond, on pouvait tourner le torse. Voilà. Malheureusement, ça nous oblige à avoir un personnage très droit, mais bon, on va pas trop se plaindre, ça va encore. Alors,
au niveau de la ceinture, la partie légèrement arrondie vient sur l'avant et on vient tout simplement la clipser comme ceci. C'est du full métal et ça brille super bien. Regardez. Waouh, je redécouvre ce personnage qui, dans mon ancienne collection, est vraiment resté assez dans l'ombre. Je ne m'en suis pas trop occupé, très honnêtement. Alors que, regardez, finalement, il est quand même super. On va essayer vraiment de faire quelque chose de sympa avec. On va attaquer à présent. Il est assez rigide quand même. On va attaquer à présent les épaulettes. On est quasiment au bout du montage. C'est une figurine qui est très basique. On va mettre les épaulettes. Mais là, j'ai fait une petite erreur. Regardez, le système d'épaulettes. Voilà, vous devez tout simplement insérer les épaulettes à l'intérieur de cette partie. Regardez, ces épaulettes en deux parties. Regardez, c'est une partie, right, donc pour droite. Vous voyez, c'est une partie, donc vous devez faire comme ceci, ouvrir ça, venir mettre cette petite partie comme ceci, vous voyez, et puis vous venez refermer. Voilà, et l'épaulette, elle tient, elle saurait plus sortir. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'au final, votre plastron est mis à serrage avec votre ceinture. Voilà, on va l'attacher comme ceci. Votre ceinture, mais aussi les épaulettes. Et voilà, ça c'est pour l'armure montée. Ensuite, vient la dernière pièce, à savoir la tête. Voilà, on va lui mettre la tête. Hop, qui s'enfonce très dur. Et vous voyez, le personnage est totalement monté. Alors, on peut le frotter un petit peu, voilà. Il est totalement monté. Alors, il est très beau, Mais vous voyez, on n'a pas de possibilité de rotation du corps. Et c'est ce qui pose un énorme souci quant au posing, parce que ça limite énormément le choix de posing. Vous allez le voir tout de suite. On va essayer de s'amuser ensemble. Après, on va lui mettre son visage casqué. Mais ça limite très fortement les poses pour ce personnage. Alors, on le retrouve souvent à genoux. C'est un personnage qu'on retrouve souvent à genoux. Mais beaucoup font l'erreur de le mettre à genoux de ce sens-là. Et donc d'avoir la jupette qui remonte ici sur le côté. L'idéal, c'est de le mettre à genoux comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Pour avoir la cuissarde qui revient dans l'alignement de sa jambe. Donc, on va découvrir tout ça ensemble dans quelques minutes, les amis. Moi, ce que je vous propose à présent, c'est d'attaquer un montage assez simple pour commencer. Oups, la jupe s'est retirée. On va lui mettre son casque, son diadème, pardon. Pour ce faire, on va lui retirer sa chevelure avant. Voilà. On va lui placer immédiatement. Plastique très dur. Voilà. Et enfin, on va aller chercher le diadème de toute beauté qu'on va venir enfoncer très facilement. Les figurines étaient vraiment très simples au montage. On n'avait pas de grosses difficultés à l'époque. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Hop. Ah oui, je pense que les cheveux... Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Non, voilà. Ça s'enfonce comme ceci. Alors, regardez quel beau visage. Magnifique. Alors, n'oublions pas les petits éperons qu'on vient mettre sur les pieds. Ces pièces, je les mets généralement à la fin pour ne pas qu'elles sautent parce que ce sont des pièces qui sont très récalcitrantes. Alors, on va venir les placer calmement parce que ça, je vous assure, ce sont des pièces, mais de misère. Alors, je vais être honnête avec vous, perso, je les avais collés, les miens. Donc, voilà, c'est pour vous dire à quel point ils m'avaient énervé. Alors, petit détail également,
vous avez à l'intérieur une flèche qui oriente le sens de l'éperon sur le pied pour pouvoir le placer correctement. Et je pense que pour celui-ci, je l'ai mis à l'envers, exactement, parce que je n'ai pas regardé la petite flèche. Donc, petit détail pour celui qui monte sa figurine pour la première fois à l'aide de cette vidéo. Voilà, la petite flèche vers le bas. Là, le personnage est monté complètement. Très beau, très brillant. Regardez, très très brillant. C'est vraiment un très beau chevalier d'argent. Et enfin, nous allons récupérer la pièce maîtresse de toute cette armure incroyable, c'est-à-dire Belalyr, que voici, qui est superbe. Et c'est là que nous allons commencer à jouer de la pose pour pouvoir faire en sorte que le personnage soit vraiment le plus beau possible. Et généralement, ce que moi je faisais, c'est que je mettais là, voilà, j'essayais de coincer la lyre dans sa main comme ceci. Et ensuite, j'essayais de la coincer sous son épaulette comme ceci pour éviter qu'elle ne tombe. Et alors, pour la pose, on va jouer une première pose. Vous ne pouvez pas trop tourner la tête, hein. Ça ne sert à rien de forcer, vous n'y arriverez pas, hein. Voilà, on peut faire un premier jet de pose comme ceci. Je vous dis, on est vraiment très très limité par le corps, etc. On n'est pas sur de l'EX, hein. Voilà, regardez, on va essayer de lui mettre bien la ceinture. Regardez. Il est très beau, hein. Maintenant, on va essayer de le faire jouer de son instrument. Pour ce faire, on va remonter légèrement le bras. On va essayer de le coincer comme ceci. Descendre l'épaulette, retourner légèrement la tête. Et vous voyez, on ne peut pas trop cacher les articulations des bras sur ce type de figurine. On va descendre cette partie pour essayer un maximum de camoufler les articulations. Et c'est là que ça devient très très compliqué. On peut jouer sur une pose comme ceci aussi. On peut jouer sur une pose comme ceci. Voyez, regardez ça, j'aime beaucoup. Ça sort un petit peu des sentiers battus. On va remonter les épaulettes comme ceci. L'alignement du bras est parfait. On ne voit plus du tout les articulations. Et là, c'est une pose, à part l'épaule là-bas. Et ça, c'est une pose que j'aime beaucoup, que j'aurais placée en vitrine. Regardez. On ne peut malheureusement pas trop tourner la tête. Je vais essayer certaines choses, mais non, ça ne fonctionne pas trop. Non, ça ne fonctionne pas trop. Ce qu'on peut faire, c'est ce genre de choses. Voilà, regardez. Ça peut être pas mal, hein. Vous voyez, ça peut être pas mal comme pose. Voilà, regardez. Très jolie pose. Pour un personnage de ce calibre-là, c'est une pose qui est quand même sympa. Donc, les amis, ce que je vous propose de faire, c'est de jouer un peu de la pose. Et je reviens dans quelques secondes vous montrer un petit peu ce que je suis capable de faire avec ce personnage. Ce qu'on est capable de faire avec ce personnage. Bon, les amis, alors, comment vous dire les choses? Alors, écoutez, je viens de passer une petite session posing. Je viens de passer donc environ, je dirais, une trentaine de minutes à essayer de poser Monsieur Orphée de la Lyre d'une manière un peu moins conventionnelle que cette manière d'être posé sur cette boîte et entre guillemets la seule manière possible et inimaginable de le poser, mis à part un genou à terre, etc. Et vous savez que lorsque je réalise une vidéo, j'aime bien sortir un peu du lot et faire un peu quelque chose d'un peu plus spécial, un peu plus prometteur, un peu plus joli et un peu moins similaire à ce qui se voit d'habitude. Bon, j'ai réussi à faire une pose.
Une pose que vous pouvez reproduire aisément. Il y a quelques astuces pour réaliser cette pose. Elle est pas mal du tout. Il faut prendre en considération qu'il s'agit d'une myclose dite classique, donc avec des articulations limitées, un buste qu'on ne sait pas tourner et aussi une réelle difficulté avec les jambes, dans le sens où elles ont tendance à se mettre un peu n'importe comment. Alors je vous montre la pose, j'espère qu'elle vous plaira, moi je l'adore, elle est très belle, j'ai passé énormément de temps à essayer de trouver la pose, je pense que celle-ci est pas mal. Vous êtes prêts? Je vous la fais découvrir? On y va. Voilà. Voilà la pose pour Orphée de la lyre. C'est un truc qu'on n'a encore jamais vu. Je vous montre de côté. Voilà la pose. Alors, c'est pas évident de cacher les articulations, de mettre les jambes comme il faut. Et là, regardez, curieusement, le mauve des jambes ressort un peu plus des cuissardes. Et là, très honnêtement, je le trouve très beau. Alors, pose muséum, bien sûr, mais regardez. J'avais pas envie de lui mettre sa harpe au niveau de la taille comme c'est l'habitude. J'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu particulier. Et là, je lui ai mis le visage un peu de côté avec la harpe relevée. Et regardez cette cambrure, ce charisme, c'est pas mal. Alors, au niveau du pied, il faudrait que j'essaie de le redresser un peu plus. C'est ce que je vais faire après. Mais regardez, c'est pas mal du tout, hein. Ça change vraiment du Orphée qu'on a l'habitude de voir en version classique. Alors, je peaufine le pied tout de suite et je reviens vers vous dans quelques secondes. Voilà, voilà, voilà. Voilà le pied mieux ajusté. Et voilà la figurine posée. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi, j'aime bien. Ça change d'avoir sa harpe comme ça, mise de cette manière. Je trouve que c'est très différent et j'aime bien. Maintenant, bon, il n'y a pas 36 millions de possibilités avec ce personnage. Alors, pour pouvoir mettre sa tête comme ça, c'est simple en fait. Vous faites passer la mèche de cheveux sur l'épaulette à l'arrière et vous pivotez sa tête exactement dans cet axe-là. Regardez un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Et alors, regardez au niveau de la cambrure du corps. C'est très, très, très sympa. Alors, le personnage est bien fixe. Il tient bien. Et regardez un petit peu la différence. Regardez. Moi, perso, j'aime beaucoup. Alors, le mieux pour l'exposer, je pense que c'est encore de le mettre comme ça. 2-3 quarts, comme ça, regardez. Voilà. Je crois que c'est encore le mieux. Voilà, voilà les amis, ça cache un peu son visage au niveau de ses yeux qui sont un peu... voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas de yeux fermés par contre. Ça aurait été pas mal d'avoir un visage avec les yeux fermés. Mais bon, j'imagine qu'à long terme, on aura quand même une version EX de ce personnage. Bien que ce soit un chevalier d'argent. Mais dites-vous bien un truc que j'ai remarqué qui est important, c'est que tous les personnages qui ont des mains comme ceci, en une seule pièce, sans protège-main, donc en plastique, se voient tout doucement refaire en version revival, voire EX. Donc, moi, je ne serais pas étonné de le voir débouler en EX. Voilà, bon, c'était une petite rétro-view qui, je l'espère, vous aura plu. On n'est pas sur un personnage de la nouvelle génération, donc c'est pas aussi évident à poser qu'un personnage comme notre cher ADCEX ou le reste de la troupe là-bas. C'est pas la même chose, donc il faut être bien sûr très conciliant concernant la pose. On ne peut pas dépasser les limites de la figurine, du posing, des articulations de la figurine. Voilà. Et là, je pense que pour une fois, avec une myclose, je suis arrivé aux limites d'une figurine et je ne saurais pas faire mieux en gardant, bien entendu, toutes les pièces sur le personnage, en évitant de taper de la pâte à fixe partout, parce que bon, ça se voit sur Internet, bon, il y a les professionnels qui mettent de la pâte à fixe partout, qui collent la tête à la pâte à fixe, qui collent les épaulettes à la pâte à fixe, qui collent tout à la pâte à fixe, et finalement, le personnage, mais il se dispose alors qu'il n'est pas posé, il est simplement monté et collé. Moi, je n'appelle pas ça du posing. Enfin, bref, vous me comprendrez. Du posing, c'est se servir de ses doigts, de son esprit pour l'imagination et de tout simplement la figurine. Ah, regardez, voilà, regardez. Voilà, ça c'est la pose, voilà.
Comme ça, il doit être posé. Voilà, juste avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer donc les 3 juges en compagnie de Orphée de la Lyre. Alors, on voit bien la différence de taille entre une version classique et UX, hein, mais vous voyez, ça ne choque pas outre mesure dans le sens où ces 3 personnages sont très grands, mais et Orphée petit. Mais vous voyez cette pose donc que j'ai remodifiée après avoir il y a quelques secondes là, que j'ai remodifié vraiment remillimétré. Eh ben finalement cette pose se marie très bien pour une exposition muséum. Les amis, cette fois-ci c'est terminé, je vous laisse. Alors je vous laisse en compagnie de Monsieur Hadès qui finalement a pris place sur le premier étage, laissant apparaître derrière les 6 surplis ainsi que les 3 juges derrière. Voilà, on aura probablement les 2 frères jumeaux ici. On verra, de toute façon, c'est un display très provisoire. Mais en tout cas, très content de ce petit Orphée de la Lyre, voilà, qui au final, n'est pas si mal que ça pour une figurine, je le rappelle, de 2006. Je pense avoir terminé la vidéo. Et j'ai remodifié un petit peu Orphée, j'ai chipoté pendant près d'1 heure. Et ce que j'ai à vous montrer, en fait, j'en suis assez content. Donc, je vous montre tout de suite. Alors, voilà. Regardez les amis, on est sur autre chose là. Très honnêtement, je préfère 200 fois cette pose-là à celle que je viens de vous montrer. Alors, le petit truc, en fait, c'est de tout simplement... On a toujours tendance à mettre Orphée de face ou de côté, voilà, avec la lyre dans ce sens-là, vous voyez. Moi, j'ai mis dans l'autre sens, en fait, regardez. Et regardez comme il prend une autre ampleur. Regardez. Regardez comme il prend vraiment une autre dimension. Il est vraiment superbe. Très honnêtement, je suis très content de cette pose. Voilà. Très beau. On voit bien son épaulette, on voit bien sa lyre. Alors la main est derrière, ça permet de cacher donc l'articulation. Il joue dans l'autre sens en fait. Plutôt que d'avoir systématiquement la vue de sa harpe sur sa main droite, là on l'a sur la gauche. Regardez, le résultat est vraiment très sympathique. Moi perso, j'adore. Voilà les amis, j'espère que cette fois, et ça permet aussi d'avoir la chevelure normale, vous voyez, on ne doit pas tricher, c'est juste en fait, regardez, je vous montre le contour, en fait c'est juste comme ça, en fait vous lui tournez, en fait vous lui mettez tout simplement la lyre de 3/4 sur l'avant de son visage, et avec la lyre, comme ça vous cachez une partie de son œil, regardez. Arrangez-vous pour l'exposer de cette manière, et là regardez quel charisme. C'est dommage que l'épaulette ne cache, pas l'épaulette, la brassière ne cache pas l'avant du bras complètement. Mais regardez, on est tout de suite sur autre chose. Regardez quelle cambrure. On est limite. Franchement, limite, on a l'impression de voir un AUX. J'aime beaucoup. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette fois-ci et que, voilà, j'espère que je vous ai convaincu avec cette figurine. Putain, je me suis vraiment bien amusé. Je vous montre en vitrine rapidement ce que ça donne auprès des 3 juges. Et ça donne très bien. Très honnêtement, je déteste les argents, je déteste les silver, c'est pas un secret, mais cet Orphée de la Lyre, je le trouve tout simplement sublime. Alors là, franchement, dans cette pose, waouh, j'adore. Très honnêtement, j'adore. C'est vraiment superbe. Voilà, j'espère peut-être une version future de Orphée de la Lyre en version EX, mais là, franchement, il est splendide. Voilà, cette fois, je vous laisse vraiment. Salut les amis, ciao, ciao!どうだ、地獄を見た感想は。